Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La protection sociale, c'est d'elle qu'il est question dans le Grand Dialogue de ce mercredi. D'une manière générale, on constate que le pourcentage de la population des pays en voie de développement en matière de protection sociale est faible. On semble en être conscient ici au Mali avec les mesures envisagées ces dernières décennies par les autorités, notamment l'adoption en 2002 de la déclaration de politique nationale de protection sociale, l'adoption en 2011 de la stratégie nationale de la couverture maladie par les mutuelles de santé et celle de la politique nationale de protection sociale. Alors, c'était en 2014. Alors, quels sont les résultats obtenus par le Mali en matière de protection sociale? Comment fonctionnent les structures créées à cet effet? La protection sociale est-elle une réalité en milieu rural? Ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à nos invités qui sont Ousmane Koulibaly. Il est le directeur des prestations à l'INPS. L'INPS, c'est l'Institut national de prévoyance sociale. Nous avons également dans ce studio Alassane Traoré. Il est le sous-directeur du suivi des affiliés de la Caisse malienne de sécurité sociale. Et enfin, nous avons le professeur Ablaye Niang dans ce studio. Le professeur Ablaye Niang qui est chercheur, il est en même temps un retraité. Alors, cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La protection sociale, le régime de prévoyance sociale, on entend souvent ces termes, mais il n'est pas évident que tous les Maliens sachent ce que ces deux expressions signifient concrètement. Alors, en termes simples, c'est quoi la protection sociale? C'est quoi un régime de prévoyance sociale? Et je pose la question en premier lieu à M. Koulibaly Karim, Ousmane Karim Koulibaly, qui est donc le directeur des prestations à l'INPS. Merci de la question. Je salue les auditeurs. Et pour en venir directement à votre question, la protection sociale, c'est un ensemble de mesures qu'un État peut prendre pour financer les risques que peuvent courir une partie ou toute la population de ce pays. Bon, on entend par les risques de vieillesse, les charges de famille, les risques de maladie. Les risques d'accident peut-être. Les risques d'accident aussi. Donc, ce qui fait que dans un État, vous trouverez qu'on va prendre un ensemble de règles et qui vont permettre aux individus d'être protégés et financièrement et pour pouvoir subvenir en cas de besoin si ces risques survenaient. Alors, nous allons demander à M. Traoré, Alassane Traoré, qui est sous-directeur suivi des affiliés à la Caisse malienne de sécurité sociale. On l'appelait auparavant la Caisse des retraités. M. Traoré, vous avez certainement quelque chose à ajouter à cette explication? Oui, merci M. Fomba. Je salue également les auditeurs. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, seulement dire que le champ de la protection sociale est assez large. Dans la protection sociale, il y a la sécurité sociale, l'aide sociale et bien d'autres instruments que l'État met en place pour, comme il l'a si bien dit, couvrir les risques encourus par la population. Donc voilà, parmi ces dispositions figure bien entendu la sécurité sociale ainsi que l'aide sociale. Voilà, merci. Alors, professeur Ablaye Niang. En tant que retraité, je suis un peu gêné d'entendre le risque de vieillesse. Le risque, ça fait partie de la vie. Et c'est heureux pour quelqu'un de finir sa vie active et de rentrer dans la vie des personnes payées pour dormir. Donc pour moi, là-bas, ce n'est pas un risque, mais c'est plutôt un événement. Et même une chance. Un événement heureux qu'on devrait célébrer dans des conditions meilleures. Je vois aussi qu'on parle que l'État a mis en place. Non, l'État a mis en co-entrepreneuriat avec la personne
en place. Ce n'est pas quelque chose qui vient uniquement que de l'État ou de l'entreprise, mais ça vient aussi du travailleur qui apporte sa partie de cotisation. Donc je voulais simplement apporter dans notre exercice de mutualisation des connaissances, qui se doit être dans la persévérance et dans la droiture, qu'en tant que face à face à ceux qui donnent ces prestations de services de protection, qu'en réalité nous sommes partenaires, nous sommes co-entrepreneurs dans cet exercice. Vous voulez réagir, M. Koulibaly? Allez-y. Un rôle régalien de l'État qui est de protéger ses citoyens à travers des mesures. Et souvent, c'est des mesures d'ordre public. Par exemple, quand l'État institue la protection sociale, souvent, il y a l'assujettissement obligatoire qui est derrière. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper à cet assujettissement. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous affilier à des régimes obligatoires. Mais il peut y avoir des régimes complémentaires. Mais ce qui est courant, c'est que l'État va jouer un rôle de protecteur et en prenant des mesures d'ordre public auxquelles personne ne peut déroger. Voilà. On trouvera qu'il y a des gens, par essence, qui doivent être dans ces normes-là. Voilà. Alors, nous passons à la question qui suit. Et puis, puisqu'il y a plusieurs types de protection sociale, il faut donc forcément plusieurs types de structures. La question à vous directement, M. Koulibaly. Oui. Et généralement, comme il a tantôt souligné, la sécurité sociale, vous verrez, par exemple, plusieurs organismes qui vont s'occuper de ça. Par exemple, vous aurez, par exemple, plusieurs branches de protection sociale. Et au Mali, présentement, vous avez l'INPS qui s'occupe d'une couche de la population. Vous avez la caisse malienne qui s'occupe d'une couche de la population. Vous avez des mutuelles qui s'occupent d'une couche de la population. Et vous avez aussi l'INPS qui va s'occuper spécifiquement de certaines personnes, qu'on pourrait appeler régime spécial. Par exemple, vous avez les indépendants, les artisans, ainsi de suite, qui sont des catégories particulières et à qui l'INPS va adresser des produits particuliers. Voilà. Alors, Monsieur Traoré, donc, de la Caisse des retraités, disons plutôt de la Caisse somalienne de sécurité sociale. C'est ça. Voilà, donc effectivement, l'État, c'est vrai, vu la diversité, met en place, selon les différentes catégories, des structures pour la gestion de ces différentes personnes. C'est comme ça qu'il a dit, la Caisse malienne de sécurité sociale s'occupe pour sa part des fonctionnaires civils et bien sûr militaires, et également des députés. Voilà, donc c'est cette couche qui est couverte par le régime mis en place et géré par la Caisse malienne de sécurité sociale. Professeur Niango, la diversification des structures en charge de la sécurité sociale, c'est quand même une réalité au Mali depuis un certain moment. Oui, sauf que la grande majorité de la population qui est paysanne, qui est rurale, qui est agricole, il y a beaucoup de difficultés. Je prends en tant qu'entrepreneur agricole qu'il nous a été souvent difficile de convaincre nos travailleurs de se faire enregistrer au niveau de l'INPS pour une raison très simple. Il semblerait qu'en venant dans une entreprise agricole de cette manière-là, ils ont des visées sur ceux qui se trouvent sur la ferme. Et éventuellement, s'ils ont l'occasion de se procurer d'une certaine manière certaines choses, ils peuvent disparaître. Tandis que ils pensent que si on les amène à l'INPS, ils sont enregistrés. Et la traçabilité est possible. Ça fait 5-6 ans que nous sommes dans cette difficulté et qui peut même nous rendre en porte-à-faux par rapport à la loi. Mais pour les convaincre, c'est extrêmement difficile parce qu'ils viennent même avec des noms qui sont faux. Ils viennent avec des noms de travailleurs. Un Diabaté qui vient se faire appeler Kamaté. Bon, donc ils sont là. Mais dès qu'ils ont la possibilité de prendre un sac de ciment ou bien un sac d'engrais pour voler, ils disparaissent et ils ne sont pas connus. Donc là, c'est des choses, je crois, il faut qu'on se mette ensemble pour une meilleure éducation à la citoyenneté, pour que ces gens comprennent que c'est dans leur propre intérêt de se faire enregistrer et de payer. Et ils sont réticents aussi de prendre une partie de leur salaire comme contribution. C'est pourquoi je parle de co-entrepreneuriat entre les deux parties.
Et ils disent que mais si on enlève ça là, c'est pas bon. On dit mais nous aussi on ajoute quelque chose pour que ça soit bon pour vous. Bon, mais voilà un peu quelques difficultés. Donc sinon c'est vraiment l'offre existe, mais il y a des difficultés matérielles pour toucher la grande majorité de la jeunesse qui se trouve dans les rurales. Et comme on veut lancer l'entrepreneur agricole, il faut qu'on trouve un moyen de se rapprocher après le studio Tamani pour pouvoir discuter de ces problèmes-là et de trouver une solution. Monsieur Koulibaly, Ousmane Karim Koulibaly, c'est comme si les travailleurs n'ont pas souvent conscience de l'importance de l'offre que leur proposent les services mis en place pour assurer la sécurité sociale. C'est cela? La remarque est pertinente. C'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec lui que souvent les gens ne sont pas informés. Et ce qui fait que nos services souvent se déplacent vers ces populations qu'il a ciblées. Et je voulais réagir un peu par rapport à ce qu'il a dit du monde agricole. C'est vrai que c'est des gens qui ne sont pas au fait des choses. Ils ne savent pas, c'est vrai. Mais nous avons l'habitude de distinguer dans le monde agricole deux choses. Il y a les exploitations agricoles, les fermes agricoles et semi-industrielles, qui ont de la main-d'œuvre structurée, avec une comptabilité structurée. Des gens sont salariés, ils perçoivent un salaire contre rémunération. Eux, je pense qu'ils parlent de ceci. Et ça, c'est la population à capter, qu'on peut capter tout de suite. Parce qu'ils sont organisés, comme j'ai tantôt dit, nous sommes à partir du moment où nous sommes dans le salariat, on tombe dans le système obligatoire, l'assujettissement obligatoire. Maintenant, l'INPES a un intermédiaire, un interlocuteur privilégié, qui est l'employeur, l'exploitant agricole, et qui a l'obligation d'affilier. Nous avons eu des exemples, beaucoup d'exemples à l'INPES, où les gens sont venus immatriculer leur ferme agricole et ils payaient les cotisations en conséquence pour les salariés de la ferme agricole. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fermes agricoles, mais j'avoue que par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, en tout cas, la couverture est très faible. Et par rapport au monde agricole, la deuxième chose, c'est qu'il y a le paysan, le petit fermier, et qui est propriétaire de son exploitation, mais qui souhaiterait lui-même se faire immatriculer. Et l'INPES a été approché par des offices, comme l'Office du Niger et l'Office RI aussi, et qui ont demandé à ce qu'on approche leurs paysans pour que ceux-ci aussi puissent être couverts par l'INPES. Mais à travers le régime spécial de l'assurance volontaire. Donc, ça vous dire déjà que l'INPES est préoccupé par cette couverture du monde agricole. Mais comme il a tantôt dit, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'écueils à franchir. Il faut aller à la sensibilisation. Sensibiliser beaucoup pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aussi que dans le monde agricole, les revenus sont très difficiles à maîtriser. Les revenus ne sont pas stables. Et c'est lié à la pluviométrie, c'est lié à beaucoup de facteurs. Bon, maintenant, quelle est la marge à prendre en compte pour leur permettre de contribuer et d'être pris en charge? C'est là toute la problématique. Studio Tamani, dans moins de 2 minutes, 18h30, nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La protection sociale, c'est donc le sujet du jour. Nous en parlons avec 3 invités. Ousmane Karim Koulibaly, qui est le directeur des prestations à l'INPS. Alassane Traoré, sous-directeur suivi des affiliés à la Caisse malienne de sécurité sociale. Ablaye Niang, le professeur, il est à la retraite, il est chercheur. Alors, nous étions en train de le dire, les choses ne sont pas toujours faciles avec les structures mises en place pour assurer en fait la sécurité sociale. Il y a des problèmes souvent parce qu'on a des gens qui ne comprennent pas quand même l'importance d'être affiliés à de telles structures parce que c'est vrai qu'il faut cotiser. Alors, dites-nous, Alassane Traoré, quel est votre constat à ce niveau? Bon, mon constat à ce niveau se situe en tout cas, je pense qu'il y a les deux pans, c'est-à-dire l'employeur et l'employé, qui souvent négligent leur affiliation obligatoire
Effectivement, c'est une population qui peut être couverte par l'INPS. Mais bon, le professeur disait tantôt que les employés ne sont pas conscients souvent ou ne veulent pas se faire assurer. Bon, mais il se trouve que l'employeur aussi a l'obligation de déclarer et d'assurer son employé. Donc, on peut dire que la faute incombe aux deux catégories. Sinon, un employeur, selon le code de prévoyance sociale ou même le code du travail, doit déclarer ses employés et les assurer pour que jusqu'à ce que l'événement heureux, comme vous le dites, arrive. Voilà, donc je pense que si les employeurs aussi prennent réellement conscience, au niveau du monde rural, les choses peuvent bouger un peu. Alors, vous avez parlé. Vous voulez réagir, professeur Niang? Allez-y d'abord, professeur Niang. Parce qu'ici, je suis acteur. Le problème est que tu perds ton travailleur. Après du moment où tu lui donnes sa carte d'identité, tout, tu le perds. Il s'en va ailleurs. Il s'en va là où on ne lui demande pas toute cette identification. Mais ceux qui ont compris, il y en a qui sont mariés avec nous, ils sont là. Nous sommes enregistrés. Bon, mais nous avons des gens, des fois, que nous voulons maintenir, mais à cause de cette peur, ils ne le font pas. Ou le fait qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner un bon matin avec 2 ou 3 panneaux volés, et ils s'en vont avec. Et ça finit très, très rapidement. Bon, donc voilà, c'est un problème que je pose. Et je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a des employeurs qui sont honnêtes et qui veulent, mais qui sont confrontés par la rotation rapide de leurs travailleurs et ils ne peuvent pas les garder pendant longtemps. Mais s'ils ont 2 ans, 3 ans, ils commencent à comprendre et puis on leur donne des augmentations de salaire. On dit, bon, la prochaine augmentation, on va l'absorber pour que vous ayez une assurance. Vous êtes en train de faire des enfants et tout. Et puis, beaucoup d'entre eux, on les a mariés maintenant. On a payé pour leur mariage et tout. Donc, ils sont fidélisés. Donc, on en a qui sont mais la grande partie ne veut pas s'enregistrer. La réaction d'Ousmane Karim Koulibaly à présent. J'allais dire qu'il faut beaucoup de choses en amont pour que l'on soit efficace. C'est vrai qu'il y a peu qui sont déclarés, mais il faut agir en amont. Agir en amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté de l'employeur, que l'employeur formalise ses relations avec le travailleur en mettant en place, par exemple, un contrat. Il est sûr qu'il a un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que c'est une sorte de garantie pour la personne. Et sur cette base-là, puisque le contrat va être enregistré, maintenant, forcément, on va passer par les circuits de protection sociale. Première des choses qu'il faut faire en amont. Et deuxième chose, c'est que l'offre de services aussi doit être de qualité. C'est-à-dire que nous, les prestataires qui allons offrir nos prestations à ces assurés sociaux, il faudrait que nos prestations soient de qualité. Et que la qualité, ça commence d'abord par la diligence, l'accueil, et qu'on est en train d'aménager dans toutes nos structures pour faire en sorte que les gens soient plus incités à venir. Et l'offre de qualité aussi, ça va être quoi? Ça va être le service rapide. Quand ils vont déposer le dossier, qu'au bout d'une semaine, ils soient satisfaits. Surtout pour les prestations à court terme. Il y a des prestations à court terme, dans notre jargon. Ça veut dire que vous avez une allocation familiale, vous avez un congé de maternité, ainsi de suite. Et ça, c'est des choses vraiment qui ne doivent pas traîner. Parce que c'est de l'essence même de la vie. Et ensuite, vous avez les pensions. Un pensionné ou un futur pensionné, ils iront avec l'activité. Donc, il n'a plus de revenus d'activité. Donc, il faudrait que ce revenu soit remplacé immédiatement après le salaire. Donc, c'est tout ça là qui va faire la qualité, qui va inciter les gens à venir. Et mieux, aujourd'hui, le contexte est tel que nous avons l'assurance maladie obligatoire. Bon, ça c'est vraiment, il y a l'engouement vers l'assurance. Et puisque, en tout cas, pour ce qui concerne nos populations, ces populations sont, c'est-à-dire les populations assujetties à l'assurance maladie obligatoire, ces mêmes populations sont obligées de passer par l'INPS
pour se faire inscrire d'abord avant de bénéficier des prestations du régime de l'AMO. Nous allons profiter de cette occasion voilà. pour vous signaler que nous avons invité quand même sur ce plateau un représentant de la CANAM, donc des gens supposés maîtriser ces dossiers, les dossiers de l'AMO plus que tout le monde, mais certainement pour des raisons. On peut en parler. Voilà, on peut en parler. Voilà, on ne les a pas quand même. Voilà. Si vous voulez, on peut en parler. Voilà. Donc, je voudrais à présent vous dire cela. Vous avez dit il y a des travailleurs, des employés qui ne sont pas forcément très intéressés à être tout de suite affiliés parce qu'ils ne comprennent pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des employeurs qui, à dessein, ne souhaitent pas que leurs employés soient affiliés? Il y a des cas comme ça, M. Koulibaly? Oui, ça existe. Hein. Ça existe, mais c'est des gens qui rentrent en coulisses, disons comme ça, qui font des manœuvres avec leurs travailleurs et pour ne pas déclarer ces travailleurs-là à l'INPS. Parce que la conséquence de la déclaration, c'est qu'il faut payer la cotisation. Parce qu'à l'INPS même, en tout cas, tout régime organisé demande d'abord l'identification, l'inscription. Il faudrait être inscrit, être identifié avec un matricule. C'est ce matricule-là qui va permettre au service de vous donner la prestation. Et aujourd'hui, on fait en sorte que lorsque vous avez votre numéro d'identification, qu'on puisse rattacher à ce numéro, en tout cas, tous les mouvements de salaire à ce numéro, pour nous permettre de savoir que effectivement vous êtes un bon citoyen, vous êtes un cotisant modèle. Et aujourd'hui, beaucoup d'employeurs, à travers, en tout cas, ces nouvelles méthodes qui tendent à mieux cerner les relations entre l'employeur et les salariés, beaucoup d'employeurs commencent à comprendre qu'il est utile à eux et à leurs travailleurs d'être connus de l'INPS, d'être connus des services de protection pour pouvoir faire profiter à leurs salariés toutes les bonnes prestations que les régimes offrent. Et parce que, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous n'êtes pas inscrit, vos droits peuvent être compromis. Qu'est-ce qui peut se passer si vous n'êtes pas inscrit ou si on ne vous explique pas certaines prestations? Parce qu'il faut être vigilant pour préserver ces droits. Si on ne vous explique pas certaines choses, ces droits-là peuvent être prescrits. Et je ne sais pas si on va rentrer dans les détails de certains droits, mais il y a des droits qui sont tellement urgents et organisés dans des procédures que souvent les gens les perdent. Et nous, techniciens, souvent, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on est là pour servir. La réaction d'Alassane Traoré, qui est le sous-directeur suivi des affiliés à la Caisse malienne de sécurité sociale. Oui, c'est vrai que la multiplicité des employeurs peut amener au niveau de l'INPS cette, en tout cas, évasion, ou je ne sais pas, c'est une évasion. C'est une évasion, voilà, ils essayent de faire des économies en ne déclarant pas leur employeur. Mais le problème, c'est que, de toute façon, au niveau de la Caisse malienne de sécurité sociale, ce problème ne se pose pas. Du moment que la loi précise que si on devient fonctionnaire, on est affilié à la Caisse malienne de sécurité sociale et que, principalement, c'est l'État qui est l'employeur. Donc, les déclarations se font automatiquement, plus ou moins, à la caisse. On ne connaît pas le même problème qui se pose au niveau de l'INPS. Alors, professeur, au niveau de la caisse, de votre structure, il y a des problèmes aussi que nous avons vécus. Quand on est en détachement, qu'on va dans une organisation internationale avec un arrêté de détachement ou un décret, quelle que soit la forme, nos épouses en allant avec nous, alors qu'ils étaient déjà fonctionnaires, vous les rayez et ils n'arrivent plus même à accéder à ce qu'ils ont payé pendant la période. Ou bien des fonctionnaires qui sont partis, ils n'ont pas eu le papier de détachement. J'en ai des collègues qui ont pris la retraite maintenant, qui ne sont pas aussi, j'allais dire, comme moi, qui a bénéficié et de la retraite du Mali et de la retraite des Nations Unies, parce que j'ai payé la cotisation et de l'État et de
et de moi-même pendant les 28 ans que j'ai passé aux Nations Unies. Donc, ils ont perdu. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'organisations, ce n'était pas informatisé. Et on allait vous chercher tout le temps pour pouvoir payer notre part. Ça n'a pas été impossible de travailler avec les générations qui ne sont pas les vôtres, que c'est notre génération qui a tout mis à l'eau en fait au Mali. Donc, j'accuse notre génération. Et finalement, quand ils sont venus à la retraite, il y a un montant très élevé qu'il faut payer parce que tous les arriérés ont été calculés pour payer. Et ils n'ont pas fait suffisamment de réserves aussi pour pouvoir les payer. Donc, ils ont perdu ainsi le bénéfice d'être double pensionnaire. Et c'est intéressant d'être double pensionnaire. Alors, nous allons à présent demander à Alassane Traoré sa réaction. Dites-nous, M. Traoré, ce problème que vient d'évoquer le professeur Niango, c'est un problème qu'on peut toujours rencontrer là-bas, au niveau de votre caisse? Bon, a priori, ce n'est pas un problème, parce que selon le statut général de la fonction publique, le fonctionnaire peut être dans plusieurs positions. Il y a la position d'activité. Bon, la position d'activité, c'est la position qui, en tout cas, dans laquelle les cotisations sont régulièrement versées. C'est le Trésor public qui paye les cotisations. Mais il peut également aller en détachement. Maintenant, si un organisme de détachement est là, il peut y aller, bien sûr en demandant ce détachement auprès de la direction nationale ou auprès du ministère de la fonction publique. C'est ce ministère qui accorde le détachement. Et sur l'arrêté de détachement même, il est clairement dit que le fonctionnaire mis en détachement doit être astreint au versement des cotisations réglementaires pour que la période de détachement soit prise en compte dans la liquidation de la pension. Le fonctionnaire qui arrive à faire ça, à honorer ça, a droit, aura bien sûr droit. Là où on est, il est pris en charge quand quelqu'un remplit ses conditions. Quand quelqu'un remplit ses conditions, il est pris en charge. Et il a parlé également des épouses qui partent avec eux. Mais en réalité, certainement que ces épouses ne sont pas parties en détachement parce qu'il y a une autre position qui est la disponibilité. Que les femmes prennent souvent pour rejoindre leur conjoint. Mais c'est une position qui est là pour convenance personnelle qui est accordée par la fonction publique. Convenance personnelle. C'est clairement dit que c'est par convenance personnelle qu'on accorde la disponibilité. Et il est clairement dit dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires que la période de disponibilité n'est pas renouvelable. Voilà, et n'est pas considérée dans la liquidation de la pension. Donc, ce qui fait que souvent, il y a des creux dans la carrière des fonctionnaires qui ont eu à et on les a rayés, cette disponibilité. On les a rayés de la fonction publique. Oui, parce qu'il y a un délai. Si on vous voyez comment on renouvelle le délai. Il dit ma femme, et pour convenance personnelle, j'ai amené ma femme. Et maintenant, pour retourner dans l'administration m'oblige maintenant à me séparer de ma femme pour venir répondre aux exigences de l'administration. Sinon, elle perd ses droits. Vous voyez comment... S'il vous plaît, la disponibilité ne peut dépasser 10 ans. C'est 10 ans. 10 ans consécutivement, ça ne peut dépasser 10 ans. C'est la loi qui le dit. Donc, il faut la modifier. Voilà. Donc, elle doit être humaine. Si dans de telles conditions, en tout cas, quelqu'un se trouve dans cette condition, soit on le radie de la fonction publique. En tout cas, passer 3 mois après la fin de la disponibilité, si on ne renouvelle pas, on ne revient pas pour reprendre service, bon, on est supposé avoir démissionné. Donc on peut licencier immédiatement. Je crois que cette émission est très bien parce que ça dénote réellement que l'administration malienne a des problèmes sérieux du point de vue des droits humains. La suite de ces débats dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La protection sociale, je rappelle, c'est le thème du jour. Nous étions en train donc de parler des dispositions. Alors, le professeur Nyango, qui prend donc part à ce débat, le disait, il y a des dispositions à revoir. Alors, M. Traoré, Alassane Traoré, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont en vigueur, mais qui méritent vraiment qu'on essaie de les revoir? Bon, pas nécessairement. Il y a des dispositions en vigueur, mais bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les fonctionnaires aussi soient conscients qu'il y a des dispositions et essayer de les observer et de les appliquer, de les respecter, disons. Voilà. Alors, M. Koulibaly, est-ce que vous pensez que toutes les dispositions aujourd'hui au niveau de la protection sociale sont adaptées aux réalités du jour? Bon, il faut nuancer la réponse. Il y a des dispositions qui sont adaptées, il y a d'autres aussi qui ne sont pas adaptées, c'est clair. Et normalement, la protection sociale, c'est pour offrir plus de prestations aux gens qui soient un peu à l'abri du besoin. C'est ça même le fondement même de... Et puis il y a un principe de solidarité derrière. Les plus faibles sont censés être couverts par les plus riches. Et ce qui fait que souvent, dans mes propos, j'avais tantôt dit que souvent nous sommes gênés devant certains cas. Normalement, toute personne qui cotise dans un régime obligatoire est censée recevoir en contrepartie des prestations. Et surtout des prestations de longue durée, comme les pensions. Mais il arrive que certains viennent tardivement en activité, à 50 ans par exemple, ou à 60 ans, et vous verrez qu'ils ne cotisent que pour 1 ou 2 ans ou 3 ans. Et souvent, c'est difficile pour nos régimes d'offrir des prestations conséquentes. Bon, nous, on souhaiterait, en tout cas, la réflexion est lancée pour qu'au moins, quel que soit le niveau de contribution, qu'en retour, vous puissiez recevoir quelque chose. Ça, c'est une de nos préoccupations. C'est pour répondre à votre question, pour dire que tout n'est pas satisfaisant. Donc, il y a des dispositions à revoir. Alors, dites-nous à présent, combien d'années faut-il cotiser pour pouvoir bénéficier de la pension? La pension, il y a 2 choses. À la durée d'activité et à l'âge. Et il y a une panoplie de prestations, ce qui fait que généralement, les gens sont presque couverts. Mais la durée normale, et dans notre jargon, on appelle ça la durée plancher, ça c'est 13 ans. Il faut cotiser 13 ans pour bénéficier d'une pension. Et à 53 ans d'âge aujourd'hui. Mais en deçà, ça veut dire que à 10 ans par exemple, on a droit à une pension. Mais ça, on l'appelle allocation de solidarité. C'est une aide qu'on apporte tous les mois avec un montant fixe, uniforme, mais qui n'est pas réversible. Ça veut dire qu'en cas de décès, on ne peut pas transférer ça aux ayants droit. Sinon, le plancher, c'est 13 ans. Il faut cotiser seulement 13 ans pour avoir droit à une pension qui est payée tous les mois. C'est une pension viagère, comme on dit. Nous allons revenir sur le cas, par exemple, des employeurs qui ne souhaitent pas que leurs travailleurs soient affiliés. Alors, est-ce que s'il y a un cas, par exemple, où les travailleurs eux-mêmes souhaitent être affiliés, mais le patron, pour des raisons personnelles, ne le souhaite pas, et qu'on l'apprenne, qu'on le sache, est-ce que des sanctions sont prévues, M. Koulibaly? Tout à fait. Ça veut dire que la loi, c'est ça. Comme nous sommes dans un régime obligatoire, les sanctions sont prévues. L'affiliation est obligatoire et c'est sous week-end. C'est au bout de la semaine, l'employeur est censé venir déclarer tous ses salariés. Et s'il ne le fait pas, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y en a même qui font pire, c'est-à-dire qu'ils retiennent la cotisation sur les salaires, mais ils ne reversent pas. C'est considéré comme un délit. Et Dieu faisant bien les choses, l'INP s'est organisé en conséquence et a des hommes de terrain qui quadrillent toutes les villes et qui vont même souvent dans les cercles pour faire des contrôles. Et ils arrivent qu'ils débusquent des employeurs clandestins. Et en ce moment, ils appliquent toutes les pénalités. C'est-à-dire qu'il y a la pénalité de retard. Vous n'avez pas payé à temps, on vous pénalise. Souvent, quand on n'arrive même pas à évaluer, on taxe forfaitairement et vous êtes obligé de payer. Nous avons, en tout cas avec les faveurs de la loi, on peut même aller en justice. On a le droit d'ester en justice pour aller réclamer nos cotisations. Et la procédure est tellement bien organisée qu'on n'a pas besoin de jugement contradictoire. On amène un papier, c'est une simple requête qu'on amène devant le juge et qui rend une ordonnance exécutoire tout de suite. Et sous week-end aussi. Ce qui fait qu'on a un avantage à ce que à faire ces procédures dès qu'on est en face d'un employeur récalcitrant. C'est-à-dire qu'on ne tergiverse même pas.
Tant qu'il est en faute, on fait les sommations de payer et on amène le dossier en justice. Alors, professeur Nyang, est-ce que vous avez souvenance qu'on ait appliqué ce genre de sanctions à l'égard d'un employeur qui n'aurait pas accepté que ces travailleurs soient affiliés? Oui, je pense que j'ai eu un cas où, effectivement, ils sont allés voir chez vous et vous avez tranché. Et ils ont été aussi payés parce que l'employeur ne voulait pas. Donc, je pense que c'est efficace sur ce plan. Mais là où ils ne sont pas très efficaces, il faut les toucher aussi, non? Hein? Là où ils ne sont pas efficaces? Oui, allez-y. C'est la mutualisation de connaissances, non? Moi, je dis que ces deux institutions qui sont devant moi devraient avoir un fonds d'investissement. Ils sont en réalité un véritable fonds d'investissement. Je prends au niveau des Nations Unies, nous c'est 10 ans. Quand on a 10 ans, on peut prétendre à la retraite comme il faut un peu. Et puis on part à 62 ans, sinon c'était 60 ans, mais on part maintenant à 62 ans à la retraite. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous avons, c'est des institutions qui placent ce que nous cotisons, l'employeur aussi bien que l'employé, il les place dans de la spéculation sur le marché financier mondial. Et ça permet d'avoir de la plus-value pour celui qui cotise. Parce qu'on a placé son argent quelque part, qui a eu des retombées, et ces retombées quand même sont reportées chaque année. On te donne la situation de ta pension, et au moment de prendre ta retraite, pratiquement tu sais, sans aller t'asseoir quelque part par internet tout juste, tu peux savoir ce que tu vas gagner quand tu vas prendre ta retraite, ou quand tu prends ta retraite aujourd'hui ou demain. Donc moi, j'ai dit, la grande majorité de la population étant dans le domaine agricole, nous sommes en train de vouloir lancer la co-entreprise agriculture familiale africaine, qui va donc absorber ou bien intéresser au moins 60% de la population qui se trouve dans le domaine agricole. Et ce n'est pas une agriculture familiale comme nous l'avons vécu quand on grandissait, mais c'est de l'agriculture qui apporte de l'argent, qui peut-être demande 100 millions ou 120 millions d'investissements, mais qui amène 150 millions et qui ont 12 à 16 emplois durables qui sont enregistrés, qui sont actionnaires, qui sont en même temps bien rémunérés. Et ça, c'est dans le domaine de l'agriculture. Mais dans le domaine de la fonction publique, il faut que les salaires soient revus selon le pacte international relatif aux droits humains. C'est-à-dire ce qu'on gagne comme pension. J'ai fait la parallèle entre la pension des Nations Unies et la pension malienne. Commencé à travailler en janvier 1972 pour la pension malienne et commencé en octobre 1982 pour la pension des Nations Unies. Arrêté en même temps en 2009. J'ai au moins 10 fois la pension du Mali au niveau de la pension des Nations Unies. Vous voulez dire pourquoi on le compare? On le compare pourquoi? Parce qu'ils ont investi peut-être dans l'or du Mali. Ils ont investi peut-être dans le pétrole ou dans l'uranium du Niger. Donc, je crois qu'il faut que vous ouvrez sur le monde financier et que vous soyez beaucoup plus actifs pour investir ce qu'on vous donne plutôt que ça reste un peu passif. Il faut que ça rapporte beaucoup plus. Peut-être 2 fois ou 3 fois, on peut peut-être changer le salaire des gens d'abord et puis prétendre à la retraite, que la retraite n'est pas une malédiction. Parce que la plupart des gens on a fait une émission, les gens disent que c'est une malédiction. Or, moi, je dis que c'est une bénédiction. Bon, mais ils disent que c'est une malédiction. Peut-être l'INPS, ça vaut mieux. J'ai des collègues qui sont chez vous. Bon, je suis chez vous. Et l'autre côté, les soit Traoré. Mais Traoré, bon, ce que vous me donnez ne permet pas de payer mon électricité aujourd'hui. Alors donc, allez-y pour investir ailleurs pour m'amener beaucoup plus d'argent pour mon travail. Cette question à Alassane Traoré, dites-nous, chez vous, là-bas, à la Caisse malienne de sécurité sociale, quel est le genre de problème que vous rencontrez? Bon, le problème que nous rencontrons, c'est surtout le problème de... Nous n'avons pas aujourd'hui les recettes nécessaires. Hein. C'est-à-dire les recettes sont constituées des cotisations principalement. Les recettes propres de la caisse, c'est les cotisations des fonctionnaires. Ces recettes n'arrivent pas à couvrir depuis quelques décennies les prestations payées aux bénéficiaires. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un écart entre les recettes et les prestations. Cet écart est toujours payé par l'État sous forme de subvention. Le problème majeur qu'il y a aujourd'hui, c'est d'aller à la réforme de ces régimes de pension.
C'est tout régime de pension, en tout cas, c'est basé sur la solidarité intergénérationnelle, effectivement. Mais également, il y a la répartition, les cotisations qui doivent payer les prestations. Donc, tant que ce principe n'est pas respecté, la Caisse sera toujours dans des difficultés. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons, depuis 2003, commencé à la relecture de nos textes après des audits qui ont été réalisés avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons relu nos textes, nous avons commandité des études actuarielles. Tout ça pour parvenir à équilibrer. Voilà. Mais jusqu'à présent, c'est vrai, jusqu'à présent, il faut le dire, jusqu'à présent, depuis que ces textes ont été adoptés en Conseil des ministres en 2008, jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à les faire adopter par l'Assemblée nationale. Donc, ce qui fait que la Caisse demeure toujours dans cette difficulté et toujours liée à la subvention de l'État. Voilà, et pour réagir un peu par rapport à la pension qui pense infime, bon, je ne dirais pas infime, mais qui est un dixième de ce qu'il peut gagner ailleurs. C'est-à-dire la pension est basée sur le traitement indiciaire du fonctionnaire. Il a touché, c'est-à-dire le fonctionnaire ne cotise que sur la base du traitement indiciaire. Il y a une grille indiciaire dans la fonction publique et il y a une valeur indiciaire. L'indice multiplié par la valeur indiciaire, vous avez le traitement indiciaire. Et c'est un pourcentage de ce traitement indiciaire selon le nombre d'années de service effectué qui est concédé à titre de pension. Donc, les indemnités, les primes que les fonctionnaires peuvent gagner en activité ne sont pas soumises pour le moment à cotisation. Mais nous avons pensé à ça, parce que vous avez aussi dit que pour l'INPS, c'était un peu mieux. C'est passé, effectivement, à l'INPS, il y a les primes et indemnités qui sont soumises. C'est la rémunération, d'une certaine manière. Voilà. Bon, si nous aussi, nous parvenons à faire nos réformes, nous allons vers ce système et prendre une moyenne des rémunérations en fin de carrière pour calculer la pension. Donc, en ce moment, on va peut-être pas, ça sera peut-être pas la même chose qu'à l'INPS, mais on va un peu se rapprocher quand même de ça. Alors, il nous reste juste 2 minutes, une dernière question certainement. Alors, dites-nous, Ousmane Karim Koulibaly, vous qui êtes le directeur des prestations à l'INPS, est-ce qu'on a un chiffre par rapport au nombre de Maliens, les Maliens qui bénéficient d'une forme de sécurité sociale et qu'est-ce qu'il faut faire pour élargir au maximum la couverture sociale? Bon, on est sensiblement à 350 000 personnes. Ça, c'est les ouvrants droit, c'est-à-dire que les titulaires de droit, plus les ayants droit. Et par exemple, quand vous prenez les pensionnés, ils ne dépassent pas 64 000. Vous prenez les allocataires, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'une prestation familiale, ils ne dépassent pas les 92 000. Les rentiers, c'est dans les 17 000. Mais quand on tient compte des ayants droit, c'est-à-dire qu'eux et leurs familles, on tourne sensiblement autour de 350 000 personnes. Et c'est très faible par rapport à la population malienne. Et que faut-il faire? Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut élargir la base. Élargir la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le secteur formalisé, par exemple, le professeur a tantôt parlé des saisonniers qui sont dans leur champ, il faut les prendre en compte. Les modes agricoles, il faut les prendre en compte. Les artisans, il faut les prendre en compte. Les artisans, on a fait par exemple certaines régions où on nous a dit qu'il y a des chambres qui ont à peu près 70 000 adhérents. 70 000 adhérents plus et 6 membres par famille, ça fait quelque chose. Ça fait dans les 450 000 personnes. Donc on est sûr que si on arrive à couvrir même à 20% le secteur informel, on peut booster un peu
le taux de couverture. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève cette émission. Je rappelle que nos invités étaient Ousmane Karim Koulibaly, le directeur des prestations à l'INPS, Alassane Traoré, sous-directeur suivi des affiliés à la Caisse malienne de sécurité sociale. Le professeur Ablaye Niang était avec nous également. Il est chercheur, il est en retraite, c'est donc fini. On se donne rendez-vous demain. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en ordre Gagny Kanté, régie vidéo Philly Dambélé. À demain donc. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edawani wa makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Sheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.